Bonjour et bienvenue à Libre Ensemble, les nouveaux rendez-vous de la laïcité. Je vous propose un reportage sur Boris Cyrulnik, le survivant de la Shoah, le neuropsychiatre, le psychanalyste, l'auteur rendu célèbre grâce notamment à son concept de la résilience. Il s'exprime ici au micro de Jean Cornil avec simplicité et sagesse sur l'histoire de la psychiatrie, le droit à mourir dans la dignité. Et en tant qu'éthologue, il livre un plaidoyer pour le droit des animaux. Un entretien plein d'optimisme et une analyse très différente de comment appréhender le futur et apprendre à réfléchir out of the box. Un entretien passionnant, vous allez le constater. Nous sommes aujourd'hui à La Seyne-sur-Mer, à Toulon dans le Var, et je vous propose une rencontre avec Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik est neuropsychiatre, éthologue et psychanalyste, et il a écrit de nombreux livres qui ont connu un grand succès populaire. Il est notamment l'auteur du concept de résilience qui signifie le processus par lequel, après une grande souffrance, un grand traumatisme, on réapprend à vivre. Boris Cyrulnik est aussi l'auteur du deuxième tome de son autobiographie qui raconte les 50 années qu'il a parcourues au travers de la naissance de la psychiatrie française. Je vous propose maintenant de m'accompagner chez Boris Cyrulnik. Monsieur Cyrulnik, vous venez de publier le deuxième tome de votre autobiographie Les âmes blessées, et où vous expliquez de manière absolument passionnante toute l'histoire d'un demi-siècle de psychiatrie ici en France. Et on est tout de suite interpellé par les premières pages de votre livre, puisque vous dites « À 11 ans, je savais que je voulais devenir psychiatre et je voulais expliquer la folie du nazisme, expliquer le nazisme par les troubles mentaux du Führer ». Pour moi, la guerre avait été une folie, parce que je voyais des gens gentils s'entretuer, je voyais des gens disparaître. Et on expliquait ça après la guerre en disant que s'il y avait eu un tel crime, c'est parce que Hitler était syphilitique et qu'il avait une méningite syphilitique. C'est-à-dire qu'on expliquait une tragédie sociale par une maladie, une cause médicale. Et on le fait tout le temps, ça. C'est-à-dire que quand on explique un phénomène social, par ce qui remporte la victoire dans le contexte. Et là, la médecine est en train de triompher, la pénicilline, les sulfamides commençaient à soigner, les vaccins, c'était le début des 30 glorieuses de la médecine. Donc on expliquait la folie par la syphilis de Hitler. Et je me suis dit, quand je serai grand, je serai médecin, mais psychiatre, comme ça je pourrai empêcher le nazisme de revenir. Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous êtes extrêmement ouvert. On pourrait dire que vous avez une pensée élargie et vous n'êtes pas du tout dans l'opposition, la dichotomie entre la psychanalyse et la neurologie, le verbe et la molécule. Et je trouvais ça particulièrement intéressant, justement, que vous vous échappiez des écoles traditionnelles. Des clans traditionnels. Effectivement, maintenant, de plus en plus de psychiatres intègrent les données différentes, intègrent la neurologie, la biologie, la psychologie, la psychanalyse et la sociologie. Mais on ne peut pas faire ça tout seul, on ne peut pas tout savoir. Donc on se groupe en équipe, on travaille ensemble et ça fait surgir des problèmes nouveaux et ça évite les conflits de chapelle, ça évite les guerres de clans comme je les ai connues en 60-70. Edgar Morin disait, il nous manque de spécialistes des idées générales. Vous êtes inquiet aujourd'hui par la fragmentation des savoirs, la spécialisation à outrance? Notre métier a été abîmé par la fragmentation du savoir. C'est-à-dire que parmi nous, il y avait des gens qui choisissaient a priori la biologie et qui expliquaient tout par la biologie. À l'inverse, il y avait des gens qui choisissaient le verbe et qui expliquaient tout par le verbe ou la société et qui expliquaient tout par la société. Et ça a mené à une guerre de clans qui n'a rendu personne heureux et qui a empêché de soigner les patients parce que l'objet psychiatrique est tellement hétérogène, il est composé de tellement de composantes différentes, un peu de médecine, pas beaucoup, un peu,
un peu plus de biologie confirmée par les neurosciences. Et surtout maintenant, cette manière d'intégrer des données différentes rend observable des choses qui étaient impensables il y a 50 ans. Par exemple, le fait de parler modifie la fonction et la structure cérébrale. C'est-à-dire que ça, c'était impensable quand on avait un savoir fragmenté et qu'on choisissait la neurologie ou la parole comme un avatar de l'âme, comme quelque chose d'immatériel. Et maintenant qu'on intègre les données, on fait surgir de nouveaux problèmes, de nouvelles manières de penser la psychiatrie, donc de nouvelles manières de soigner, beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus ouvertes. Parce que la description que vous donnez dans les années 50-60 de l'hôpital psychiatrique est absolument épouvantable, est absolument stupéfiante, avec la lobotomie, la paille, enfin c'est très 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 interpellant. Oui, parce que on était soumis à la doxa, c'est-à-dire à la récitation, l'ensemble des récitations conventionnelles qu'on récite sans juger, sans faire l'effort de réfléchir, sans aller sur le terrain, on récitait, les fous sont dangereux, ils sont incurables, il faut donc les mettre au loin dans des hôpitaux psychiatriques qu'on va enfermer, comme ça les normaux seront bien soignés. Ils n'auront plus de délirants, ils n'auront plus de débiles, ils seront bien soignés. Donc on enfermait les gens, et à cette époque-là, j'ai vu les statistiques, un schizophrène qui était enfermé dans les années 50 ou dans les années d'après-guerre, ou encore plus avant-guerre, n'avait pratiquement plus de chance de sortir de l'hôpital. Alors qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont beaucoup plus ouverts, sauf quelques services fermés, mais qui sont très peu nombreux, dont on parle beaucoup, tellement c'est effrayant, mais qui sont en fait très peu nombreux. Et aujourd'hui, les schizophrènes ont 50% de chances de vivre libres, sans médicaments, en ville. 25% sortent et rentrent parce qu'ils rechutent, et 25% connaissent une évolution tragique. C'est-à-dire qu'avant, c'était 95%. Donc il y a eu des progrès immenses, et la culture s'en rend à peine compte. Mais petit à petit, vous avez aussi, par exemple, une consommation d'anxiolytiques qui augmente, vous avez aussi des angoisses, je dirais, sociétales qui apparaissent aujourd'hui face à la crise économique, face aux menaces écologiques, face à la globalisation, face aux problèmes d'identité des personnes. Oui, la consommation des tranquillisants augmente parce qu'on trouve une solution chimique à un problème humain. C'est-à-dire que le problème, il est relationnel. Notre culture technologique fragmente notre manière d'être ensemble. Avant, on était solidaires en couple, en famille, en groupe. Cette solidarité se payait du prix du développement de la personnalité. On ne pouvait se développer que selon les normes religieuses, culturelles de notre groupe et de notre famille. Aujourd'hui, les personnalités s'individualisent beaucoup mieux et peuvent conquérir le monde, mais la solidarité est très diminuée. Donc la solitude augmente, l'angoisse augmente, et au lieu de trouver des solutions humaines, relationnelles, spirituelles, philosophiques à la souffrance anxieuse qui fait partie de la condition humaine, on trouve une solution chimique qui marche bien, mais à un prix humain très élevé. Vous dites dans un de vos livres précédents, la technique affadit l'altérité. Il y a une espèce d'autocentrage narcissique. Ça vous inquiète l'évolution donc aujourd'hui des nouvelles technologies qui entrent à l'école, où les enfants sont de plus en plus jeunes, soumis, je dirais, à l'emprise de l'écran? Tout à fait. On sait que après, au-dessus de 3 heures d'écran par jour, le risque de dépression augmente très vite chez nos enfants. Les écrans permettent de faire des communications stupéfiantes, mais quelle est la relation avec un écran? Zéro. C'est-à-dire que nos enfants s'isolent derrière un écran, ne s'ennuient pas, communiquent avec des copains, des jeux, c'est très excitant, mais ils sont seuls face à l'écran. Si autour d'eux, il n'y a pas de problème, ça va, ça peut se tolérer, mais dès qu'il y a un problème, ils n'ont pas appris à le résoudre. Ils n'ont pas appris à parler, ils n'ont pas appris à appeler au secours, ils n'ont pas appris les rituels sociaux et culturels d'interaction. Ils sont seuls, très vulnérables, ils sont vainqueurs dans la communication et ils ont acquis un facteur de vulnérabilité dans la relation. Ils ne savent pas se faire aider. Donc ils trouvent une solution chimique là où il faudrait qu'il y ait des solutions humaines et culturelles. Vous avez popularisé le concept de résilience. Vous dites à un moment, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Vous pouvez expliciter ce que c'est ce processus de reconstruction après un traumatisme?
vous avez donné la définition, c'est-à-dire c'est une reconstruction après un traumatisme. C'est-à-dire qu'on a été détruit par un trauma, ou bien on se laisse faire, on est dominé par le passé, et dans ce cas-là on reste détruit, ou bien on se remet à construire une autre manière de vivre. Elle est parfois bonne, elle est parfois suffisamment bonne, et parfois ça ne marche pas. Donc c'est la définition de la résilience. La définition est très claire et très facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de savoir quelles sont les conditions qui permettent la meilleure reprise de développement. Et ça, il faut des équipes pluridisciplinaires, neurologie, biologie, psychologie, sociale, de façon à pouvoir aider les gens à se reconstruire. Pardonnez-moi cette question un peu provocatrice, mais la religion peut, dans certains moments, la foi peut être une manière de retrouver un équilibre après un drame, après un traumatisme? Alors, oui et non. Oui, la religion est un facteur de protection. Les religieux supportent mieux les drames de l'existence, et les religieux, s'ils sont soutenus par le milieu religieux, par la foi, par la croyance, reprennent un bon développement. Mais il ne faut pas oublier aussi que la religion est source de guerre, et que les guerres de religion, que ce soit des religions sacrées ou des religions profanes, hein, l'idéologie, que ce soit des croyances terribles, c'est source de guerre. C'est-à-dire qu'on a un langage totalitaire, il n'y a qu'une vérité, la mienne. Si vous n'avez pas la même religion, la même couleur de peau, le même niveau social que moi, si vous mourrez, c'est quand même pas très grave. Donc c'est le même procédé qui permet aux religieux, à ceux qui ont la croyance, de mieux affronter les malheurs de la vie et de mieux redémarrer s'ils sont soutenus, oui, parce que la religion donne un sens et un soutien, les deux mots-clés de la résilience. Mais là encore, il ne faut pas être prisonnier d'une croyance unique, c'est la croyance totalitaire qui est la source de presque toutes les guerres. Ce que vous écrivez dans l'autobiographie d'un épouvantail, un magnifique livre que vous avez publié précédemment, vous écrivez « La pensée paresseuse est avantageuse parce qu'elle donne une vision claire du monde ». Vous parlez du plaisir de la récitation. Les perroquets de Panurge, vous dites à certains moments. C'est interpellant quand même. Alors, l'école encourage à être perroquet. C'est-à-dire que si vous voulez vos diplômes, j'ai eu mes diplômes en récitant les croyances du prof. Sinon, j'aurais été collé. J'ai récité les dégénérescences, qui sont une théorie nazie, qu'on nous apprenait à la faculté de médecine. Les nazis ont perdu la guerre des armes, ils n'ont toujours pas perdu la guerre des idées, puisqu'on voit que ça revient. Les mêmes idées de hiérarchie, de croyances. Seule la bonne croyance, la seule, la vraie, la mienne, bien sûr, pas la vôtre. Et on voit réapparaître ce genre de récit totalitaire. C'est délicieux, parce qu'on a la vérité, on est soumis à un chef vénéré, on renforce sa puissance, il nous doit sa victoire, puisqu'on lui obéit. C'est le bonheur dans la soumission. La Boétie. La Boétie. Et à ce moment-là, on devient dangereux. Alors qu'on est follement heureux, on peut tuer sans aucun sentiment de crime. Tous les génocidaires, tous les criminels de guerre ont tué et sont rentrés chez eux en disant « je n'ai fait qu'obéir ». Tous. Donc la soumission déculpabilise le crime, supprime la honte, je n'ai fait qu'obéir. Et parce qu'on a perdu toute activité de jugement. On a perdu notre liberté intime en se soumettant. Alors là, on voit revenir ce phénomène parce qu'il est facile, c'est la pensée paresseuse, et puis parce que l'école encourage à la récitation, normalement elle devrait encourager à l'apprentissage de la réflexion, ce que font certains enseignants. Mais si on attache trop d'importance au diplôme, on va attacher de l'importance à la récitation. Je suis un perroquet diplômé. Mais vous dites, toujours dans Autobiographie d'un épouvantail, qu'il y a des gens qui ont su quitter ces autoroutes de la pensée. Vous citez Galilée, Luther, Darwin, Spinoza ou Freud, en disant que ces gens ont été agressés parce qu'ils étaient précurseurs, ils anticipaient d'une certaine manière le savoir de demain. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des gens aujourd'hui qui anticipent déjà, ou peut-être ne parvient-on pas encore à le déterminer? Oui, bien sûr, par bonheur, il y a encore des innovateurs. Ces innovateurs, ils sont parfois technologiques, techniques, scientifiques, ou philosophiques, ou journalistes, ou écrivains, ou cinéastes. Il ne faut pas oublier que les grands fabricants de discours, ce sont les gens qui fabriquent des fictions. Les romanciers, les cinéastes créent une culture. Mais les innovateurs sont tous des transgresseurs, puisqu'ils mettent dans la culture quelque chose qui n'y était pas avant, donc forcément, ils s'opposent
à la voix du chef, à la parole du chef. Donc ils prennent des risques en étant innovateurs. Et très souvent les innovateurs, même à un petit niveau, sont vivement agressés, puisqu'ils contestent la voix du maître, ils contestent la doxa. Donc mais ils ne peuvent pas faire autrement, c'est leur vérité, et ils n'anticipent pas l'avenir, ils le créent. C'est-à-dire qu'en changeant de manière de raisonner, ils permettent d'échapper à la doxa, ça leur coûte très cher, mais ils créent une nouvelle manière de vivre ensemble. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre que vous avez écrit avec Elisabeth de Fontenay et Peter Singer sur le droit des animaux. J'ai vu avec grand plaisir d'ailleurs qu'il y a eu un manifeste d'une série d'intellectuels l'année dernière pour reconnaître dans le droit civil français l'animal comme être sensible. En quoi pour vous, Monsieur Cyrulnik, la question du rapport entre l'homme et l'animal est une question extrêmement importante aujourd'hui? Elle a toujours été importante. Les hommes se sont toujours situés par rapport aux animaux. Depuis Plutarque, depuis Aristote, on se pose la question. Et la réponse dépend de la culture, dépend du contexte culturel. Plutarque disait qu'il y a une intelligence animale qui est comparable à l'intelligence humaine. D'autres disaient ce sont des êtres sensibles. Au Moyen-Âge, on parlait de l'âme des animaux et on les considérait parfois comme des personnes. Donc quand un animal blessait quelqu'un, le mordait ou parfois le tuait, on lui faisait un procès, comme à une personne. Et les cochons mangeaient souvent les bébés. Ils rentraient dans les maisons et ils blessaient ou mangeaient les bébés. Et dans ce cas-là, il y avait un procès. Ils étaient condamnés en place publique. Après la prononciation de la sentence, on les considérait comme des personnes. Et ensuite, le Seigneur les mangeait quand même. C'est-à-dire que... certains parmi nous se situent dans une lignée. On appartient tous au monde vivant. D'autres, au contraire, sont horrifiés par ce que je viens de dire et ils pensent que par nature, on est des êtres surnaturels et qu'on est tombé du ciel et qu'on n'a rien à voir avec les animaux. Au contraire, on est là pour les dominer parce que ce sont des choses. Et on a vécu comme ça pendant très longtemps. L'homme a le droit de réduire les Indiens en esclavage, ça a été dit, ça. On a le droit d'atteler les Indiens, on a le droit de les dépecer. Mais s'ils parlent, c'est qu'ils ont une âme. Dans ce cas-là, c'est des êtres humains. Dans ce cas-là, on ne peut plus les atteler, les dépecer. Et c'est dans le Vercors, dans le silence de la mer, Vercors dit s'ils parlent, baptisez-les. S'ils ne parlent pas, cuisinez-les. C'est-à-dire que les animaux jouent un rôle très important dans la découverte des sciences de l'attachement. L'attachement part du biologique, du sensoriel, de l'affectif, du verbal et du socio-culturel. Et on a des sentiments qu'on éprouve constamment. Ces sentiments peuvent être déclenchés par un corps à corps, par des substances ou par une représentation, par un récit. Il vous est arrivé d'aller au cinéma et de pleurer, d'avoir la gorge serrée. Il vous est arrivé de lire un livre et d'en sortir transformé. Vous sortez du livre, vous êtes différent de celui qui est rentré dans le livre. Donc, mais c'est une représentation verbale d'images et de mots qui vous a transformé. Ce n'est pas une substance. Or, nous, on est des êtres préverbaux, d'abord. On a tous été des mammifères marins pendant 9 mois. Vous aussi, vous avez été un mammifère marin pendant 9 mois. Et votre serviteur aussi. Et quand on arrive au monde, on a tous eu besoin du lait de notre mère. Et si notre mère ne pouvait pas donner de lait, il fallait un autre mammifère. Si j'arrête le raisonnement à ce moment-là, je vais dire, mais vous considérez que l'homme est un animal? La réponse, c'est oui et non. L'homme est un animal qui parle. C'est-à-dire que tant qu'on ne parle pas, on partage avec les animaux une énorme partie de la condition du vivant. Et dès qu'on parle, on crée avec nos mots, on crée un monde de représentation, de récits, d'images, de théories philosophiques merveilleuses et parfois très dangereuses. On crée avec nos mots un monde de représentation. Donc on est des animaux un peu particuliers. J'ai lu que vous étiez membre de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Et dans notre pays, en Belgique, et je pense aussi chez vous en France, même si les législations sont très différentes, il y a des débats extrêmement sensibles et importants sur l'euthanasie. Quel est le regard que vous portez sur cette question existentielle majeure? La médecine et l'aventure humaine est orientée autour de nous, êtres humains, on doit tout contrôler. On contrôle la nature, on fait de l'agriculture, on contrôle la naissance qui est un phénomène naturel. Depuis que la naissance est médicalisée, il n'y a presque plus de morts de bébés ni de mères, alors que quand la naissance n'était pas médicalisée, il y avait énormément de mères et de bébés qui mouraient en couche. Maintenant, il y en a encore, et ça ne sera jamais zéro, mais c'est vraiment très très peu. Ensuite, on lutte contre la maladie, on améliore les conditions d'existence pour prolonger la vie, et il faudrait qu'on ne fasse pas ça pour la mort. Il faudrait qu'on se soumette à la mort qui parfois est insupportable. Parce que quand quelqu'un meurt en étant malade, la famille souffre largement autant que lui. C'est-à-dire que celui qui meurt souffre, et ceux qui aiment celui qui meurt souffrent aussi. Donc il faudrait maîtriser la naissance, maîtriser la maladie, maîtriser l'agriculture, et ne pas maîtriser la mort. On n'a jamais fait ça dans l'histoire humaine. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand on a une victoire technologique, on va toujours trop loin, on arrive à tranquilliser des gens avec des substances, ce qui parfois, c'est une mauvaise solution. Mais quand les gens sont seuls, on a perdu le tranquillisant naturel qui est la confiance. Quand je suis avec vous, vous me mettez tellement en confiance que je n'ai pas besoin de tranquillisant. Si vous n'êtes pas là, je suis seul au monde, et en substitut, il m'arrive de prendre des tranquillisants. Voilà comment fonctionne notre société. À l'époque où on fonctionnait en groupe, on n'avait pas besoin de tranquillisants. Mais on ne développait pas nos personnalités, puisque le conformisme était une manière de vivre en groupe. Dès l'instant où on développe les individus, dès l'instant où on donne la permission, la possibilité de se personnaliser dans des tas de directions différentes, en cas de victoire, ça fait des personnalités magnifiques, ça fait des aventures humaines magnifiques. En cas de détresse, on est tout seul. Et ça, c'est notre culture qui le fabrique. Donc, je pense qu'on va arriver à organiser une mort dans la dignité, comme on organise une naissance dans la dignité, comme on organise une maladie, une lutte contre la maladie dans la dignité. On organisera une mort dans la dignité, et parfois, il y aura sûrement des tragédies, des excès, des accidents. Boris Cyrulnik, vous écrivez à un moment, et je pense que ça c'est très profond et très philosophique, vous écrivez « Détenir la vérité est totalitaire ». Et en même temps, vous écrivez aussi que au plus les conditions de vie s'améliorent, au plus les individus se désolidarisent. Je caricature un petit peu. Quel est le regard avec l'évolution du monde aujourd'hui, même s'il est bousculé par beaucoup de traumatismes, quel est le regard que vous portez sur l'avenir? Il est plutôt pessimiste ou il est plutôt optimiste? Alors je crois j'ai un regard optimiste parce que je suis convaincu qu'on court à la catastrophe. C'est-à-dire qu'on parle de crise. Depuis 1973, on parle de crise. 40 ans de crise, c'est pas une crise, c'est un changement de société. La définition de la crise, c'est qu'on est en difficulté, on s'affronte, on s'explique, on passe un contrat physique, moral, social, et on redémarre. Voilà, ça c'est la définition de la crise. C'est pas du tout ce qui se passe. Depuis 40 ans, le chômage augmente dans toutes les cultures occidentales. Depuis 40 ans, la solitude augmente les souffrances psychiques. Depuis 40 ans, la technologie qui gère nos relations nous isole de plus en plus en améliorant nos performances intellectuelles et de communicationnel. Donc on est dans une autre culture, c'est pas une crise, c'est un changement de culture. Donc il va falloir que les philosophes, les politiciens, que tous les romanciers s'affrontent. Comment va-t-on apprendre à vivre ensemble? La moindre découverte technologique modifie la manière dont on se pense et la manière dont on pense notre manière de vivre ensemble. En 1929, deux biologistes découvrent comment une hormone peut bloquer l'ovulation. 1929. Interdit, scandale. Mais Dieu, une femme doit mettre au monde le plus d'enfants possible. Une femme qui ne met pas au monde des enfants est une femme blasphématoire parce qu'elle ne met pas au monde des âmes pour adorer Dieu. Blasphème. Une femme stérile était une femme
blasphématoire. Un homme impuissant était un homme qui ne méritait pas d'être un homme. On a retrouvé des textes que même un roi, les rois impuissants, ne pouvaient pas transmettre la royauté. Donc le texte dit, c'est André Roche qui a retrouvé ce texte, le texte dit « Un roi qui ne roidit plus ne peut plus assumer sa fonction de roi ». C'est-à-dire que... C'est bien oui, dit, c'est beau. c'est-à-dire qu'effectivement, donc le sexe servait à faire du social et du sacré. Aujourd'hui, il a changé de signification. On faisait le mariage, l'amour n'avait rien à voir dans le mariage. L'amour avait à voir avec les surprises hors mariage. Mais dans le mariage ne faisait que du social et des enfants. Des enfants pour travailler et pour mettre au monde des âmes pour adorer Dieu, pour travailler des garçons de préférence, parce que les femmes mouraient tellement jeunes que c'est les garçons qui servaient de caisse de retraite. Quand je suis arrivé au monde, il n'y avait pas ni sécurité sociale, ni caisse de retraite. C'était les garçons qui servaient de caisse de retraite parce que les femmes mouraient avant. Maintenant, c'est le contraire. Donc la technologie a complètement modifié la manière dont les femmes se pensent. Aujourd'hui, elles sont maîtresses de la fécondité, donc elles vivent plus longtemps que les hommes. Donc une petite fille qui vers l'âge de 8-10 ans se dit un jour je serai maman, j'ai une espérance de vie de 100 ans, ce qui est vrai. Une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui vivra un siècle. J'aurai 1,7, 1,8 enfants comme toutes les femmes. Qu'est-ce que je vais faire des 98 ans qui me restent à tirer? C'est-à-dire que les femmes se pensent différemment, elles sont maîtresses de leur corps, elles apprennent dans une culture du tertiaire, elles sont bonnes à l'école, oui. Elles apprennent facilement bien les métiers du tertiaire, surtout les métiers de la parole. La culture a complètement changé. Donc le nouvelle femme implique un changement des hommes, ont pour conséquence un changement d'identification des enfants. Les enfants n'auront plus du tout les mêmes modèles parentaux. C'est-à-dire qu'une découverte biologique très simple, le blocage hormonal de l'ovulation, est en train de provoquer une révolution planétaire de la condition humaine. Boris Cyrulnik, un tout grand merci de nous avoir accueillis ici chez vous. Merci d'être venu. Merci à vous.